Les mangas de type shonen ont beaucoup évolué ces dernières années. Si comme moi vous êtes fan de shonen neketsu, vous avez sans doute l'impression qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent depuis le Big Three, à savoir Naruto, One Piece et Bleach. Mais il y a encore des résistants de ce style et beaucoup de nos héros, ou My Hero Academia, en est un exemple parfait. À même pas 40 ans, Kohei Horikoshi s'est taillé une place de choix dans le monde du manga. Connu comme le créateur de My Hero Academia, il s'est imposé sur la scène internationale en l'espace de quelques années. Mais avant de devenir une figure emblématique pour les fans d'anime et de manga du monde entier, Horikoshi a suivi un chemin semé de travail acharné, d'apprentissage et de défis. Dans cette vidéo, on va retracer son parcours en plongeant dans son enfance bercée par les comics et les shonen, ses années de formation artistique et ses premières tentatives dans le milieu professionnel. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un rêveur devenu créateur de l'un des shonen les plus populaires de ces 10 dernières années. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Kohei Horikoshi, le créateur de My Hero Academia. Je suis un grand fan de shonen neketsu et c'est un bonheur de parler d'un gars de la nouvelle génération qui fait encore dans ce style. Comme tous les arts, le manga ça évolue et c'est devenu compliqué de trouver du pur shonen, donc quand il y en a, ça régale. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous kiffez la chaîne. Et sur ce, on est parti. Kohei Horikoshi est né le 20 novembre 1986 dans la préfecture d'Aichi. Horikoshi aime dessiner depuis son plus jeune âge, et il montre fièrement ses créations à ses parents. Même si aucun des deux n'est artiste, il l'encourage dans sa passion. Il est très discret sur sa vie familiale, donc on n'a quasiment aucune info. Très tôt, il se passionne pour le manga, qui façonne son imaginaire. Comme beaucoup de jeunes de cette génération, son premier amour c'est Dragon Ball, et Akira Toriyama devient son idole. Mais dans les années 90, il y a d'autres shonen qui sont très populaires, comme Yu Yu Hakusho de Togashi ou Kenshin le Vagabond de Nobuhiro Watsuki. Et toutes ces œuvres vont l'accompagner pendant son enfance. Ça lui donne envie de créer lui aussi des histoires avec des héros charismatiques. À l'école, il est du genre à passer son temps à griffonner ses personnages préférés dans ses cahiers, et il impressionne ses camarades de classe avec son coup de crayon. En banlieue de Nagoya, il n'y a pas mille trucs à faire, et le dessin ça devient un vrai exutoire. En plus des mangas japonais, il adore les comics. Il est par exemple un fan absolu de Spider-Man, qui est son héros préféré. Mais il a aussi kiffé la psychologie complexe de personnages comme Batman ou Iron Man. Les comics, c'est donc une vraie source d'inspiration. D'ailleurs, il a aussi été marqué par les films de Sam Raimi, et en particulier les deux premiers Spider-Man qui l'ont mis en PLS. Avec cette double culture du manga japonais et comics américains, il nourrit ses premières ébauches de personnages. Au fond de lui, Horikoshi rêve de plus en plus de devenir mangaka. Ce qui joue en sa faveur, c'est le soutien de sa famille qui croit en son talent et qui le laisse s'épanouir à travers le dessin. On a parlé de ses premiers souvenirs d'enfance dans le manga, mais parmi ses grandes influences, il cite 3 œuvres en particulier. One Piece, Naruto et Akira. C'est des univers très différents, aussi bien dans les thématiques que dans leur style graphique, et ça va grandement contribuer à son développement créatif. Dans One Piece, il admire la gestion de l'humour et la mécanique d'aventure à grande échelle. Pour lui, Oda maîtrise parfaitement l'équilibre entre l'humour et l'épique. Dans Naruto, c'est la fraternité et la quête identitaire qui le frappent en premier. Enfin, Akira, qui est un chef-d'œuvre du cyberpunk, l'impressionne par sa densité narrative et par la puissance des dessins. Pour lui, il y a une dimension quasi prophétique dans cette œuvre. Même si Dragon Ball est l'œuvre qui lui a donné envie de devenir mangaka, et que le monde de Toriyama l'a aspiré, il étudie tous ses mangas préférés, aussi bien d'un point de vue technique que dans les émotions transmises. Il rêve de créer aussi bien des histoires avec des combats épiques à la Dragon Ball, que des sauvetages héroïques à la Spider-Man. C'est toutes ces influences qu'on retrouvera plus tard dans ses œuvres, notamment dans Boku no Hero. Déterminé à améliorer son trait, Horikoshi décide d'intégrer l'Université des Arts de Nagoya juste après le lycée. Son but est clair, se professionnaliser dans le dessin pour nourrir sa passion du manga. Plus tard, il confiera que les cours universitaires l'ont pas vraiment aidé à devenir mangaka, mais que ça lui a permis de faire de belles rencontres. C'est grâce à ses échanges avec ses camarades, ses profs ou d'autres artistes qu'il a affiné sa sensibilité et sa compréhension de l'art en général. Quand il n'est pas en cours, il travaille sans relâche sur ses mangas. Il noircit des carnets avec des personnages qu'il invente, des storyboards et plein de croquis. Il a une flamme dans le ventre et rêve d'être publié. Ça le pousse à passer des longues nuits à dessiner. Comme tout aspirant mangaka, son point de départ, c'est les concours. Le but, c'est de se faire repérer. Si l'université lui permet d'acquérir des bases en dessin classique, c'est vraiment en dehors des cours qu'il se forme au métier de mangaka. Horikoshi n'a pas encore 20 ans, mais tout est déjà en place pour démarrer sa carrière. À force de participer à des concours et de solliciter les maisons d'édition, Horikoshi va finir par décrocher une opportunité en or. On n'a pas les détails de cette rencontre, mais avant même d'obtenir son diplôme, Horikoshi devient l'assistant d'un mangaka déjà en place, Yasuki Tanaka. Tanaka est principalement connu à cette époque pour 2 séries, Hitomi no Katobble Pass, désolé pour la prononciation, et Kagijin. Elles sont toutes les deux publiées dans le Jump. Le premier, c'est un manga d'action fantastique sur une organisation secrète et un justicier qui utilise un pistolet démoniaque pour éliminer des monstres. Et Kagijin, c'est une série qui se déroule dans un monde où des entités appelées Kagijin utilisent des pouvoirs hérités d'armes mythiques. Les 2 œuvres ont été interrompues assez tôt, après seulement 20 et 17 chapitres.
mais elles ont permis à Yasuki Tanaka d'être considéré comme un auteur prometteur à la fin des années 2000. Horikoshi va travailler pour lui pendant 3-4 mois. Dans l'atelier de Tanaka, il découvre l'envers du décor. D'abord avec le rythme infernal, c'est-à-dire les journées longues, les corrections de dernière minute et les nuits blanches. Mais aussi toutes les techniques fondamentales du mangaka, comme le tramage, l'ancrage, la construction de planches, la mise en scène, etc. C'est une immersion totale. C'est une période courte mais intense qui va être déterminante pour la suite. En plus de tout assimiler, Tanaka, qui est son premier mentor, lui donne un tas de conseils. Mais au-delà de l'apprentissage sur la création d'un manga, il va surtout avoir ses premiers contacts avec l'industrie. Il découvre comment présenter un projet aux éditeurs, comment améliorer une proposition de manga, et surtout comment se démarquer dans un univers ultra compétitif. Grâce aux retours qu'il reçoit et aux pages sur lesquelles il bosse, Horikoshi commence à se faire remarquer. Cette même année, il va franchir une étape décisive et remporter un des prix les plus prestigieux du manga. En 2006, à seulement 20 ans, Horikoshi soumet un one-shot intitulé Nukegara qui remporte le 72e prix Tezuka dans la catégorie Nouvel Espoir. Ça le propulse sous le radar des éditeurs du Jump et marque ses véritables débuts professionnels. Le prix Tezuka, c'est un prix prestigieux qui a lancé des stars du milieu comme par exemple Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk et Vagabond, Eiichiro Oda, créateur de One Piece, ou encore Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Pour Kohei Horikoshi, décrocher cette distinction aussi jeune, c'est un coup d'éclat. C'est une preuve que son talent passe pas inaperçu et qu'il a le potentiel pour intégrer le Jump. Malheureusement, j'ai trouvé quasiment aucune information sur le one-shot qui lui a permis de remporter ce prix. Si quelqu'un en sait plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Grâce au prix Tezuka, Horikoshi est vu comme un auteur prometteur à suivre de près, et il est invité à rencontrer des éditeurs et responsables éditoriaux. Il vient d'ouvrir la brèche. À ce moment-là, il est encore étudiant et ça va le motiver à fond pour créer de nouveaux projets dans le but d'être publié dans le Jump. L'année suivante, en 2007, il soumet un nouveau one-shot, Tenko. C'est publié dans un numéro d'été du magazine Akamaru Jump. L'histoire met en scène un garçon qui peut dissoudre tout ce qu'il touche avec ses mains. Il garde à l'esprit l'enseignement de sa mère, à savoir que son pouvoir n'est pas fait pour tuer. Il va faire équipe avec une jeune guerrière dans le Japon féodal pour affronter des galères. C'est une histoire assez originale où on retrouve pas mal de concepts qui seront réutilisés dans Boku no Hero. D'ailleurs, le prénom Tenko sera plus tard attribué au vrai nom du vilain, Tomura Shigaraki. Le one-shot remporte pas un grand succès. Malgré ses qualités, on voit que c'est le travail d'un auteur encore débutant. Il reçoit quand même des encouragements du magazine et de quelques lecteurs. Pour Horikoshi, c'est qu'une étape. Ça lui donne juste envie de corriger ses erreurs et de créer une nouvelle histoire. Il se passe encore une année et en 2008, Horikoshi concrétise une idée qu'il a depuis longtemps, celle d'un manga de super-héros. Il publie alors un nouveau one-shot dans le Akamaru Jump qui s'appelle Boku no Hero. C'est son premier essai du genre. Il va expérimenter des concepts, des personnages et des pouvoirs qu'on reverra plus tard dans sa version finale, qui a déjà quasiment tout. C'est une histoire courte et imparfaite, mais elle jette les bases de son futur chef-d'œuvre. Dans cette première version, les protagonistes sont plus âgés, c'est-à-dire dans la trentaine. C'est pas vraiment un choix judicieux, parce que les jeunes lecteurs du Jump s'identifient beaucoup plus à des personnages adolescents. Avec cette version, Horikoshi n'arrive pas à transformer l'essai et à en faire une série régulière. Mais il est quand même content d'être allé au bout de son idée et d'avoir donné forme à son rêve de super-héros. Il récolte les retours des éditeurs et il range cette idée dans un coin de sa tête. La même année, donc en 2008, il tente un troisième one-shot intitulé Shinka Rhapsody. Cette histoire se passe dans un monde où du jour au lendemain, les humains se mettent à développer des apparences et des pouvoirs surnaturels. Dans ce chaos, un garçon nommé Masashi cherche désespérément à devenir plus fort afin de retrouver et vaincre le tueur en série qui a massacré son village natal. Il va alors parcourir ce monde aux côtés d'une policière prénommée Aoi. Shinka Rhapsody montre l'imagination folle de Horikoshi et son intérêt pour la question de l'apparition de super-pouvoirs dans la société. C'est exactement la thématique qu'il réexplorera sous un autre angle dans My Hero Academia. Encore une fois, ce one-shot n'est pas retenu pour une sérialisation, mais ça lui permet de se rapprocher encore un peu plus de sa future pépite. Dans cette œuvre, le registre est plus sombre, et Horikoshi gagne en maturité. Petit à petit, il se rapproche de son objectif. On est maintenant en 2009, Horikoshi a déjà présenté 4 one-shots prometteurs au cours des 3 dernières années, mais il n'a toujours pas réussi à décrocher une sérialisation. Cette histoire, ça commence un peu à le frustrer. Mais il est déterminé et il baisse pas les bras. Il continue donc d'envoyer des nouveaux concepts aux éditeurs du Weekly Shonen Jump. C'est finalement en 2010, après des années d'efforts, qu'il va atteindre son objectif. Cette année-là, il présente sa nouvelle création, Omagadoki Dobutsen, qui sera traduit par Crazyzo. Ça va convaincre la rédaction du Jump et lui permettre de décrocher sa première sérialisation. On y est enfin. Pour Horikoshi, c'est un vrai aboutissement après des années de tâtonnement. Crazyzo démarre en 2010 dans le Shonen Jump et ce sera une publication hebdomadaire. Qui dit publication hebdomadaire dit nouveau rythme. Pour Horikoshi, c'est un nouveau défi parce qu'il doit maintenant développer une histoire sur la longueur et maintenir les lecteurs en haleine. Surtout que dans le Jump, chaque chapitre est soumis à un sondage de popularité et quand c'est mauvais, en général la série reste pas longtemps. C'est quand même une grosse pression. Pour lui, c'est une occasion en or de prouver son talent et il va mettre toutes les chances de son côté.
Crazy Zo, c'est une série qui mêle comédie et fantastique. On suit Hana Aoi, une adolescente gaffeuse qui se fait embaucher dans un zoo. Mais rapidement, elle découvre que le zoo est loin d'être ordinaire. En fait, chaque nuit, les animaux prennent une forme humaine et ils se mettent même à parler. D'ailleurs, le directeur du zoo lui-même, c'est une créature magique. C'est plus précisément un lapin qui cherche à lever une malédiction qui pèse sur lui. Dans cette œuvre, Horikoshi développe un style plutôt léger et humoristique. Il enchaîne les gags et les situations absurdes. On n'est plus vraiment dans le thème des super-héros qu'il avait abordé avec ses one-shots précédents. Il y a une palette de personnages vraiment intéressants avec un design qui nous rappelle ce qu'on verra dans Boku no Hero. C'est une œuvre énergique et rafraîchissante qui séduit quelques lecteurs. Mais malgré son originalité, Crazy Zo peine à toucher un public vraiment large. Après 37 chapitres compilés en 5 volumes, la série s'achève en 2011. C'est une fin prématurée et une petite déception pour Horikoshi. Après toutes ces tentatives, il avait enfin réussi à toucher du doigt son rêve. Et là, ça lui file sous le nez. Mais il n'est pas non plus abattu. Comme je vous ai dit, il y a un système de sondage dans le Jump, et il avait vu un peu venir le truc. Il sait que la compétition est féroce, et c'est très courant de voir des séries qui ont du potentiel s'arrêter net. Il est plutôt philosophe, et il va en tirer plusieurs enseignements. Il a quand même tenu sa série pendant 1 an. Il a appris à gérer un scénario, à développer des personnages, à créer des twists. C'était plutôt une bonne école. Il a aussi compris qu'avec une série au concept aussi original, c'était compliqué de rivaliser avec des mangas d'action plus classiques. Au final, Crazy Zo, c'est une étape supplémentaire qui lui permet de mieux calibrer ses futurs projets. Après la fin de Crazy Zo, il se passe presque une année pendant laquelle Horikoshi cogite et bosse sur un nouveau projet. En 2012, il est prêt à tenter à nouveau sa chance. Il lance alors sa deuxième série dans le Shonen Jump, qui est un manga d'aventure et science-fiction et qui s'appelle Barrage. En fait, il l'avait déjà proposé sous forme de one-shot dès 2011, et ça avait été publié dans le Jump Next. Mais la sérialisation, elle, démarre presque un an plus tard. Cette fois, on est encore dans un registre différent. Il va revenir à une trame plus classique de shonen d'aventure dans un délire space opéra. L'histoire est centrée autour d'Astro, un orphelin de guerre qui vit au jour le jour dans les bas-fonds du royaume planétaire d'Industria. Un jour, son destin va basculer quand il va faire la rencontre de Barrage, qui est le prince du royaume et qui est littéralement son sosie. Barrage, qui veut fuir ses responsabilités, va forcer Astro à prendre sa place. Astro se retrouve alors à devoir protéger le royaume face à des envahisseurs extraterrestres. Avec cette histoire, Horikoshi mise beaucoup d'espoir, et il travaille sur un genre qui le passionne, l'aventure et l'action. Malheureusement, et encore une fois, la série a du mal à trouver son public, et se classe mal dans le Shonen Jump. Au bout de 16 chapitres, c'est finalement annulé. Ce sera compilé en 2 volumes. Cette fois-ci, c'est vraiment la douche froide pour Horikoshi. C'est sa deuxième sérialisation, et elle s'arrête seulement au bout de quelques mois. Il a fait moins bien qu'avec Crazy Zo. D'autant plus qu'il y croyait vraiment et qu'il kiffait ce qu'il faisait. Jusqu'à présent, il avait toujours beaucoup relativisé, mais là c'est vraiment un coup dur. D'autant plus qu'après 2 échecs, il a peur de ne pas avoir le droit à une 3e chance dans le Jump. Il est attristé, mais il va toujours pas baisser les bras. Cette fois, il décide de prendre du recul pour comprendre ce qui a foiré. Après Barrage, Horikoshi décide donc de faire une pause. Pendant 2 ans, il expérimente de nouveaux designs, travaille sur ses points faibles et dissèque les mangas à succès du moment. C'est une période de remise en question pendant laquelle il prend en maturité. Il réfléchit à ce qu'il a profondément envie de faire. Ce qui lui revient à l'esprit à chaque fois, c'est cette idée de faire un grand manga de super-héros. Et je pense que là, vous voyez venir le truc. Il repense au one-shot qu'il avait envoyé quelques années plus tôt, Boku no Hero. Souvenez-vous, ce qui avait bloqué à l'époque, c'est l'âge des protagonistes. Il avait décidé de faire des héros adultes, là où le public du Jump est plutôt jeune, et il s'identifie beaucoup plus à des personnages adolescents. Il reprend alors le concept de base et situe l'action dans une académie pour super-héros. Avec ce changement de prisme, son histoire va prendre une toute autre dimension. Dans le one-shot original présenté en 2008, le personnage principal s'appelle Jacques Midoriya. C'est un adulte malade qui peut pas être un héros à cause de sa condition physique, même s'il en rêve secrètement. Il travaille dans une entreprise qui fournit des équipements aux super-héros, la Akahashi Hero Support. Même si Jack n'a pas de licence officielle, ni même les capacités pour, il va jouer au justicier masqué grâce aux équipements de l'entreprise. Son idole, c'est un héros légendaire disparu qui porte le nom de Positive et qu'il croisera dans l'histoire sous un autre nom. Donc ça, c'est l'histoire de base. Je pense que vous avez capté tous les changements que va opérer Horikoshi. Dans My Hero Academia, Jack devient Izuku Midoriya. C'est plus un adulte, mais un adolescent lycéen. Il garde son admiration pour un grand héros, qui s'appelle maintenant All Might au lieu de Positive. Mais cette fois, c'est le héros en question qui hérite de la faiblesse physique. Ensuite, finit l'entreprise Akahashi et place au lycée Yue, qui devient le cœur de l'intrigue. Les ennemis changent aussi. Dans la version originale, on les appelle des aberrants, qui sont des monstres sans vraiment de personnalité, et maintenant c'est des vilains et chacun a une identité propre et une motivation. Dans My Hero Academia, on suit donc Izuku, un jeune garçon sans pouvoir qu'on appelle des alters, et qui rêve de devenir un super-héros. Horikoshi arrive enfin à ce qu'il voulait. Un pur shonen traditionnel avec l'action d'un comics. Le projet est prêt à être présenté, il reste plus qu'à le soumettre aux éditeurs du Jump. En 2014, soit 6 ans après la première version, Horikoshi présente son nouveau manga aux éditeurs du Jump, My Hero Academia. Les éditeurs kiffent et voient tout de suite le potentiel. C'est directement prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Très vite, la série s'impose comme la révélation de l'année. Les lecteurs accrochent direct à l'histoire d'Izuku.
Le mélange des thèmes scolaires, d'humour et de combat épique, ça tape dans le mille. Dès le premier tome relié, ça remporte une pluie de récompenses. Le public a kiffé tous ces personnages en couleur et la critique salue le dynamisme du récit. Même les grands noms du milieu remarquent cette étoile montante. Par exemple, Kishimoto, l'auteur de Naruto, déclare carrément « Je pense que My Hero Academia est le manga shonen qui prendra la succession de Naruto ». Rien que ça. Je vous laisse imaginer la réaction d'Horikoshi après cette validation. L'engouement autour de My Hero Academia, c'est en partie grâce au design des personnages. Ça vous a pas échappé, mais il y a énormément de références aux héros qui ont bercé Horikoshi pendant son enfance. N'oubliez pas qu'en plus des mangas, c'est un méga fan de comics. Forcément, le premier qui nous vient en tête, c'est All Might, qui est clairement un Superman. Mais en interview, Horikoshi revendique une autre inspiration, celle de Sangoku. Pour lui, All Might a la même aura de puissance et le même optimisme contagieux. On retrouve aussi des archétypes de personnages, comme Katsuki Bakugo, le rival nerveux et arrogant, ou encore Shoto Todoroki, le gars stoïque et surpuissant, sans parler de tous les héros qui font penser à des X-Men comme Tsuyu Asui. De manière générale, il y a plein de références de pop culture, aussi bien au niveau des pouvoirs, des costumes que des jeux de mots. On peut dire qu'Horikoshi a bien géré la fusion entre ses passions. Tous ces ingrédients font de My Hero Academia un manga aussi novateur que familier et qui a le potentiel de toucher une audience internationale. En 2016, grâce à l'adaptation en animé, MHA franchit un nouveau palier, et c'est le studio Bones qui est aux manettes. Le studio Bones s'est fondé en 1998 par des anciens du studio Sunrise. Sunrise, c'est ceux derrière des classiques comme Mobile Suit Gundam ou Cowboy Bebop. Avant My Hero Academia, les studios Bones avaient déjà bossé sur des petites pépites comme Full Metal Alchemist ou Soul Eater. C'est des anciens et ils savent ce qu'ils font. La première saison de My Hero Academia est diffusée en 2016, avec seulement 13 épisodes, mais ça suffit à attirer un très large public. L'animation est soignée, le rythme bien calibré et la bande-son est plutôt lourde. Que ce soit au Japon ou à l'international, ça fait mouche. Forcément, la diffusion de l'animé entraîne un pic de vente du manga. En quelques mois, on passe d'un manga prometteur à un vrai phénomène mondial. Que ce soit à Los Angeles, à Londres ou à Paris, on voit débarquer un tas de cosplayers dans des conventions. Avec ce succès, ça devient rapidement une vraie franchise. Il y a des jeux vidéo, des produits dérivés, des OAV, et même ce petit live action plutôt sympa fait par des fans. Le Shonen Jump a sa nouvelle pépite, et Horikoshi obtient une reconnaissance mondiale. En quelques années, My Hero Academia s'impose comme un des mangas les plus populaires de sa génération. En 2024, la série dépasse les 100 millions d'exemplaires vendus. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est un truc de fou en si peu de temps. Pour vous donner une idée, c'est autant que des œuvres comme Hokuto no Ken ou encore Hajime no Ippo. Et le phénomène dépasse le Japon. Traduit dans plus de 30 langues, le manga se classe en tête des ventes de BD aux États-Unis et en Europe. Avec cet hybride entre shonen et comics, ça touche un public plus large et pas seulement les fans de manga. En 2019, MHA remporte même le prestigieux Harvey Award aux États-Unis. C'est une récompense qui est rarement décernée à un manga. Un des seuls à l'avoir gagné, c'est Chainsaw Man par exemple. Tous ces éléments, ça montre à quel point My Hero Academia est un symbole de la mondialisation du manga. L'une des clés de la réussite d'Horikoshi, c'est son style graphique percutant et identifiable. Il a un vrai talent pour créer des personnages hauts en couleur et maîtrise sa mise en scène. Surtout, il arrive à donner beaucoup de dynamisme à ses dessins. Entre les traits de vitesse, les explosions maîtrisées et les postures héroïques, tout est pensé pour donner du mouvement à l'image. Son trait est précis et expressif. C'est aussi un maître de l'humour. Par exemple, il utilise souvent des chibi, c'est-à-dire des versions miniatures des personnages, pour accentuer une émotion ou injecter un effet comique. Ce contraste entre les scènes d'action intenses et les instants de légèreté, ça donne un bon équilibre à l'œuvre. Le character design est aussi soigné. Chaque personnage est reconnaissable et original. Que ce soit la silhouette, les coiffures, les postures, rien n'est laissé au hasard. Et avec toute cette palette de personnages, tout le monde peut s'identifier et avoir son perso préféré. On l'a vu au début de la vidéo, Horikoshi est super résilient. Il a su faire preuve d'une grande humilité et d'une vraie capacité à se remettre en question à chaque fois qu'il a eu un échec. Après Crazy-Zo et Barrage, il aurait pu complètement perdre confiance en lui. Mais au contraire, il a redoublé d'efforts pour revenir avec un projet plus solide. Quand il repense à ses débuts difficiles, il reconnaît qu'il a eu de la chance que My Hero Academia rencontre un tel succès. 10 ans après les débuts, il en est toujours très reconnaissant. Ce qui frappe chez lui, c'est sa capacité à se remettre en question sans jamais trahir sa ligne de conduite artistique. Depuis ses débuts, il s'est toujours fixé comme principe de créer le manga qu'il aurait lui-même envie de lire. Quand je travaille, je m'efforce de dessiner le genre de manga qui me plairait le plus. Je ne pourrais peut-être pas me le permettre éternellement. Cette philosophie guide toutes ses décisions. Il cherche ni à suivre les modes, ni à forcer le succès. Il mise sur sa sincérité et sur le plaisir de la création. C'est sans doute une des clés du succès de My Hero Academia. Horikoshi cherche pas à plaire, il cherche à être authentique. Comme tout bon mangaka, derrière le succès, il y a une discipline de fer. Horikoshi fait partie de ces mangaka dévoués corps et âme à leur œuvre. Il est capable de travailler dans des conditions extrêmes pour livrer les chapitres dans les délais. Dans plusieurs interviews, il a confié qu'il lui arrivait de travailler jusqu'à 36 heures d'affilée, sans dormir.
C'est inhumain. Et pour ceux qui doutent de ce rythme, je vous conseille d'aller checker le planning de travail d'Oda, vous risquez de pas vous en remettre. Comme la plupart des auteurs publiés dans le Weekly Shonen Jump, il vit sous la pression constante du rythme hebdomadaire. En période de bouclage, il dort que 3 à 4 heures par nuit. Heureusement, il n'est pas tout seul pour assumer cette charge de travail. Il est entouré d'une équipe de 6 assistants qui s'occupent des trames, de l'ancrage et des décors. Ça lui permet de se concentrer sur le scénario, le storyboard et le dessin des personnages principaux. Malgré tout, c'est quand même sur lui que repose la grosse partie du travail. Il s'implique dans chaque détail, vérifie les pages finales et supervise même les éléments promotionnels liés à son œuvre. Forcément, à cause de ce rythme, il y a eu des interruptions temporaires de publication à cause de son état de fatigue et c'est arrivé plusieurs fois qu'il en parle en fin de chapitre dans une petite note. On l'a vu à travers les vidéos de la chaîne, mais c'est un rythme assez courant dans l'industrie du manga. Ça montre vraiment à quel point les auteurs sont passionnés et qu'ils sont prêts à tout pour livrer de la qualité, quitte à sacrifier un peu de leur santé. Malgré la charge colossale de travail, Horikoshi trouve toujours le temps d'interagir avec sa communauté. La différence avec l'ancienne génération de mangaka, c'est l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux. Horikoshi a par exemple 3,1 millions d'abonnés sur Twitter et 321K sur Instagram. Sur ces plateformes, il partage assez régulièrement des esquisses, des annonces et des remerciements. En novembre 2014, il sollicite même l'avis des fans sur de nouveaux alters à créer. Il fait aussi preuve d'autodérision, et comme d'autres mangaka, il aime bien se mettre en scène discrètement dans quelques planches. Tout ça, ça crée beaucoup de proximité. En 2021, Horikoshi annonce qu'il entre dans son arc final. Aujourd'hui, après plus de 10 ans de publication, le manga touche à sa fin, même s'il n'est pas officiellement terminé. La série a déjà dépassé les 400 chapitres et s'étale sur 42 tomes. On est dans les derniers affrontements majeurs et certains personnages ont déjà eu le droit à leur conclusion narrative. Loin des mangas à rallonge dont on doute de voir une fin propre, Horikoshi a promis de livrer une fin complète et fidèle à sa vision initiale. Pendant toutes ces années, il a réussi à maintenir l'intérêt des lecteurs grâce à sa capacité à faire évoluer ses personnages et toutes les références à la pop culture en général. Avec My Hero Academia, il franchit un chapitre majeur de sa vie, et il est passé d'un jeune mangaka prometteur en galère à un artiste reconnu et incontournable du shonen. J'en avais pas encore parlé, mais avec le succès de la série, il y a eu pas mal de spin-offs. Le plus notable, c'est sans doute My Hero Academia Vigilante. C'est écrit par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Bettencourt qui sont des mangaka affiliés au Jump. Le récit se situe 5 ans avant l'histoire principale et on suit des justiciers sans licence. Publié entre 2016 et 2022, c'est réparti sur 15 tomes. Et ça a plutôt bien marché, à tel point qu'il y a eu une adaptation animée par le studio Bones en 2025. L'autre spin-off intéressant, c'est My Hero Academia Team Up Missions. C'est signé Yoko Akiyama, une ancienne assistante d'Horikoshi. L'idéal pour garder une certaine cohérence. Publié entre 2019 et 2025, c'est compilé en 8 volumes. On suit des missions spéciales entre élèves de UA et héros professionnels. C'est sur un ton beaucoup plus léger. Enfin, on peut citer My Hero Academia Smash. Cette fois-ci, c'est sous forme de yonkoma, c'est-à-dire de série comique en 4 cases. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le yonkoma, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Rakuten Kitazawa qui revient un peu sur l'histoire du manga. Cette fois-ci, on est sur un ton parodique avec des versions chibi des personnages. Tous ces spin-offs montrent bien la richesse de l'univers d'Horikoshi et son impact sur la jeune génération de mangaka. On a parlé du manga, de l'anime, des spin-offs, mais il y a aussi un tas de dérivés. Côté cinéma, on compte déjà 4 films d'animation. Two Heroes en 2018 où on suit principalement Deku et All Might, Heroes Rising en 2019 qui explore les limites du One for All, World Heroes Mission en 2021 avec une mission à l'échelle mondiale, et enfin Your Next en 2024 qui est sans doute le plus important pour Horikoshi. En fait, dans celui-là, il supervise l'ensemble du projet. C'est le film où il a le plus été impliqué. En 2019, on a aussi eu le droit à All Might Rising, un court-métrage sur les débuts de All Might et sa relation avec son mentor, Nana Shimura. Côté jeux vidéo, on en a eu plusieurs depuis 2016, que ce soit sur console, sur PC ou sur mobile. Celui qui a retenu le plus l'attention, c'est My Hero Ultra Rumble, un Battle Royale multijoueur sur console et PC. La dernière collaboration dont je vais vous parler, c'est certainement la plus symbolique. Souvenez-vous, Horikoshi est un grand fan de comics depuis son enfance. Et bien en 2025, il signe carrément un crossover avec Marvel pour la sortie de Captain America New World Order. On découvre alors une affiche inédite qui met en scène Hawks aux côtés de Sam Wilson. En réalité, c'était pas la première, puisqu'en 2024, on avait déjà eu le droit à 2 autres illustrations. À gauche, c'est Spider-Man revisité par Horikoshi, et à droite, des dessinateurs de Marvel qui réinterprètent l'univers de MHA. Pour Horikoshi, dont le héros de comics préféré était Spider-Man, ces crossovers, c'est plus que symbolique. C'est un rêve d'enfant qui devient réalité. Avec la fin de My Hero Academia, c'est une page qui se tourne pour Horikoshi. Après des débuts difficiles à tâtonner jusqu'à la sérialisation, il a réussi à réaliser son rêve de faire un manga d'action épique de super-héros. Mais c'est loin d'être la fin. À peine 40 ans, il a encore de beaux jours devant lui. Il déclare d'ailleurs qu'il a hâte de démarrer un nouveau projet, même s'il ressent une certaine pression. Et c'est normal, maintenant c'est plus un rookie et il est très attendu sur ses futures œuvres. Mais avant de démarrer quoi que ce soit, il veut clore proprement tout ce qui touche de près ou de loin à My Hero Academia.
Grâce au succès de son œuvre, Horikoshi, en plus d'être très populaire auprès du public, est aussi reconnu dans l'industrie du manga et notamment par ses pairs. On l'avait déjà évoqué, mais Kishimoto voit carrément en lui un successeur et n'hésite pas à souligner son talent. Ils ont même fait un crossover. À gauche, c'est le dessin de Kishimoto et à droite, celui d'Horikoshi qui représente Naruto. Mais il a fait aussi pas mal de collaborations avec d'autres grands noms. Par exemple, il y a ses dessins croisés entre Horikoshi et G.G. Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen. À gauche, c'est le dessin d'Horikoshi et à droite, une version revisitée de MHA faite par Akutami. Je vous donne un dernier exemple qui est aussi très symbolique. Quand Horikoshi avait 15 ans, il a dessiné un fanart de Smoker que vous pouvez voir ici. 20 ans plus tard, Oda lui rend hommage en redessinant ce fanart avec sa patte. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est une histoire assez exceptionnelle. Le fanboy de 15 ans est devenu à son tour mangaka et il publie dans le même magazine que son idole, à la même époque. Tout simplement incroyable. Et des crossovers, il y en a encore plein d'autres. Horikoshi a clairement fait sa place dans le paysage manga et beaucoup d'artistes continuent de lui rendre hommage. Avec la fin de MHA, Horikoshi est tourné vers l'avenir. Et c'est pas les envies et les idées qui manquent. Le truc, c'est qu'il envisage de travailler différemment. Il a exprimé plusieurs fois son envie de se concentrer seulement sur le dessin et de laisser le scénario à d'autres. On l'avait vu dans la vidéo sur Takeshi Obata ou Tetsuo Hara, mais les duos scénaristes-mangaka, ça peut faire des merveilles. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, même si j'ai vu ici et là que son auditeur l'encourageait pour l'instant à continuer de penser le scénario lui-même. La seule information qu'on a sur sa prochaine œuvre, c'est qu'il a des envies d'horreur. Ça ouvre un grand champ des possibles. Est-ce qu'on parle d'œuvre à la Junji Ito, c'est-à-dire purement horrifique, ou plutôt un thriller à la 20th Century Boys ou Monster? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que les fans seront au rendez-vous. De ses premiers dessins d'enfants à la consécration mondiale de My Hero Academia, la vie de Kohei Horikoshi ressemble à un manga shonen dont il serait le héros. À force de persévérance, d'apprentissage et de passion, il a surmonté les obstacles et les épreuves pour réaliser son rêve d'enfant. Celui qui admirait Toriyama, Oda ou Kishimoto est devenu à son tour l'un des grands noms du manga. Ses personnages ont pris vie, ses mangas se sont vendus à des millions d'exemplaires et son univers a touché le cœur des lecteurs à travers le monde. Malgré ce succès, il n'a rien perdu de l'humilité et de l'émerveillement de ses débuts. Il continue de créer avec l'enthousiasme du fan qu'il a toujours été. Son histoire nous enseigne que les rêves d'enfant peuvent devenir réalité, à condition d'y croire dur comme fer et de travailler sans relâche. Le tout sans cesser de s'amuser et de rester fidèle à soi-même. À l'instar d'Izuku, qui gravit les échelons pour devenir un héros, Horikoshi a gravi les siens pour devenir un mangaka accompli. Alors qu'il s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie créative, une chose est certaine. Son parcours déjà riche de rêves réalisés continuera d'inspirer les générations futures. Et voilà pour Kohei Horikoshi. J'espère que vous avez appris des trucs et que vous avez kiffé la vidéo. Je compte sur votre force pour soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.